Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais aborder un sujet assez vaste, tout simplement parce que je l'ai déjà abordé de façon assez concise et de façon assez sporadique parfois par rapport à certains thèmes et plus particulièrement par rapport à certains événements qui se sont produits sur cette chaîne, plus récents d'ailleurs, comme jamais j'en avais eu, puisque en l'espace d'un mois, c'est la première fois que j'ai des vidéos qui ont été littéralement censurées, bloquées par YouTube. Récemment, je vous ai parlé de ce zapping qui possédait 2 vidéos qui apparemment semblaient déranger YouTube, qui était une vidéo sur une appréciation de la pandémie par un médecin africain, et puis évidemment une vidéo sur Alain Fouché qui nous parlait des nanotechnologies, et plus particulièrement des vaccins possédant des nanoparticules qui ont été testés en Afrique, au Kenya, en Somalie et au Malawi, je crois. Sauf qu'une autre vidéo, une petite vidéo que j'avais faite, un petit zapping, j'espère que ces zappings vous les appréciez, n'hésitez pas à me le spécifier dans les commentaires. L'épisode 102 de la saison 2 a été bloqué. Parce que j'avais mis 2 vidéos. Alors une vidéo sur évidemment ce fameux événement sur le Negru, le fameux Negru roumain, qui fait polémique et qui relance encore une fois de plus la notion de racisme, pas racisme, intentionnel, pas intentionnel, mais au fait que fait-on, pourquoi, comment, pourquoi est-ce que lorsqu'on désigne un blanc on dit pas le blanc et que lorsqu'on désigne un noir on dit le noir, etc. Enfin voilà, ça relance encore une fois de plus un débat que certaines associations, certains groupes idéologues essaient encore de minimiser, de généraliser pour éviter de voir les choses et de comprendre les choses dans le détail et de l'analyser de façon sérieuse. Donc cette vidéo-là a été censurée par YouTube pour des raisons de copyright, la logique on va dire. Et une autre vidéo, c'était sur l'intervention d'un responsable du ministère de la Santé britannique qui nous jouait véritablement la larme de crocodile suite à la première journée de vaccination qui a eu lieu le 8 décembre dernier en Grande-Bretagne. Donc ces 2 éléments-là, finalement, fort heureusement, cette vidéo-là, je l'avais gardée, parce que généralement, je ne garde pas les vidéos parce que ça prend trop de place, et puis j'ai pas de support de masse pour les sauvegarder, puis de toute façon, si j'ai besoin de les récupérer, je les récupère sur YouTube si j'ai besoin. Et heureusement, cette vidéo-là, je l'avais gardée, donc j'ai coupé tout simplement les passages qui posaient problème, et j'ai reposté cette vidéo, donc et le zapping qui précède certainement cette vidéo aussi. Néanmoins, qu'est-ce qu'on a pu constater concernant cette censure depuis maintenant plusieurs mois? C'est qu'elle s'accentue de plus en plus. C'est-à-dire qu'on oblige maintenant les gens à être obligés de rester dans un certain nombre de clous pour ne pas diffuser sur YouTube un certain nombre de vidéos, un certain nombre d'informations. Alors évidemment, cette année, qu'est-ce qui a été le plus sujet à la censure? Ça a été évidemment la campagne présidentielle des États-Unis, et même encore aujourd'hui, YouTube vient de signaler que désormais, toute vidéo qui pourrait éventuellement remettre en question le résultat de l'élection présidentielle serait irrémédiablement et automatiquement supprimée. Alors que, logiquement, l'élection présidentielle américaine n'est pas définitivement acquise, puisque, je rappelle, le 15 décembre, les grands électeurs doivent se réunir pour confirmer les votes de l'élection du 3 novembre, si ce n'est qu'on a appris récemment que le Texas a décidé de porter plainte contre 3 États, qui sont l'Ohio, le Michigan et la Pennsylvanie, tout simplement parce que le Texas considère que ces 3 États n'ont pas respecté les règles fondamentales de l'élection, les principes de l'élection à l'échelle fédérale, c'est-à-dire que ce sont ces États qui ont provoqué l'arrêt des comptes le 3 novembre pour, soi-disant, attendre de recevoir des votes par correspondance qui n'étaient pas reçus, des votes par correspondance qui s'étaient perdus, des votes par correspondance qu'on a oubliés, etc.
et qui a suscité évidemment toute la polémique et toutes les histoires, et incité évidemment beaucoup de gens à croire que c'était la preuve qu'il y avait de la fraude. Même si, encore une fois de plus, la fraude existe, sauf qu'elle est assez marginale, on va dire, pour changer éventuellement le résultat de façon très significative. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, le dernier espoir, on va dire, le dernier bastion sur lequel les pro-Trump peuvent éventuellement jouer, c'est justement sur ça, sur ce fait que, eh bien, finalement, posons-nous la question de savoir si aujourd'hui le système de l'élection américaine est aujourd'hui fiable, du fait qu'il est une porte ouverte à la fraude, et plus particulièrement du fait d'une circonstance exceptionnelle cette année de par la pandémie, du développement et de la gestion locale en ce qui concerne les élections par correspondance, puisque je rappelle, aux États-Unis, ce n'est pas l'État fédéral qui organise les élections, ce sont les 50 États. 50 États, par leur souveraineté, qui ont la responsabilité d'organiser l'élection présidentielle, et de ce fait, de par cette particularité du système américain, eh bien, chaque État est parfaitement en droit de gérer l'élection comme bon lui semble, à partir du moment où il respecte évidemment un certain nombre de principes de base. Mais en ce qui concerne les outils, eh bien les outils, il a des réglementations, il a des lois, il a des outils technologiques qui peuvent diverger d'un État à un autre. C'est-à-dire que par exemple le vote électronique, eh bien le vote électronique qui est effectué dans le Michigan n'est pas le même utilisé dans l'Ohio, par exemple. Ce qui fait d'ailleurs que ça pose évidemment des problèmes fondamentaux en ce qui concerne l'entrecroisement des données, c'est-à-dire que si on avait au moins un système national qui permet de collecter les informations et de pouvoir les compiler de façon sérieuse, eh bien on comprendra évidemment que pourquoi ce n'est pas fait, ce n'est pas fait tout simplement parce que ça permet, sous le prétexte de la souveraineté des États de gérer l'élection présidentielle, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de travailler avec qui ils veulent, ce qui reflète finalement que les États-Unis ont quand même un système assez particulier et qui, j'ai envie de dire, démontre aussi pas mal de lacunes et pas mal d'écueils sur son fonctionnement. On n'est pas là pour juger, ni de faire une étude approfondie de ce système. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, des États ont décidé de porter plainte contre d'autres États parce qu'ils ont plus ou moins enfreint ou ils ont freiné, on va dire, le processus sous des prétextes que aujourd'hui, il va falloir apporter plus de clarté par des enquêtes bien précises. Donc je rappelle, le Texas et le Missouri s'est joint au Texas pour porter plainte. Alors, excusez-moi, je crois que je me suis trompé, ce n'est pas le Pennsylvanie, c'est le Michigan. Michigan, Ohio, Michigan, Ohio et Pennsylvanie, qui sont aujourd'hui donc ciblés pour avoir finalement perturbé le bon processus, la bonne marche, on va dire, de ces élections. Je pense que l'histoire nous donnera de plus amples informations dans les mois à venir et on refera peut-être une vidéo pour faire un bilan un peu plus précis sur ces événements. Donc le fait est, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore la bataille pour essayer de trouver une solution pour débouter, on va dire, Biden de cette victoire que, je rappelle, les médias lui ont conférée et qu'aujourd'hui aux États-Unis, il est quasiment dogmatique de ne pas remettre en question le fait que Joe Biden est donc le vainqueur, tout du moins il l'est sur le vote populaire, mais encore une fois de plus, le vote populaire aux États-Unis, ce n'est pas ce qui détermine le président des États-Unis d'Amérique, mais c'est le nombre de grands électeurs. Et c'est justement sur ce nombre de grands électeurs que les États du Texas et du Missouri vont peut-être espérer ou tenter de suspendre un certain nombre de grands électeurs lors du vote final, finalement, le 15 décembre prochain. Et donc, dans cette optique, YouTube est rentré dans la brèche en imposant tout simplement à ses utilisateurs de ne pas divulguer d'informations, de ne pas faire de la spéculation, de ne pas faire de l'analyse sur la situation et surtout, de ne pas remettre en question le fait que c'est Joe Biden qui a gagné l'élection, alors que je le rappelle, encore une fois de plus, il l'aura gagné quand le 15 décembre prochain, les grands électeurs confirmeront donc le vote de leurs élections d'État. Alors,
Je sais par principe, je l'avais déjà expliqué d'ailleurs dans une ancienne vidéo sur l'élection en 2012, je crois, c'est que les grands électeurs, normalement, suivent évidemment, par logique, la décision populaire, du vote populaire, de donner leur vote à l'un ou l'autre des candidats. Ça s'est jamais vu qu'un grand électeur ou un grand électeur décide finalement de se raviser, de voter finalement pour l'autre, c'est-à-dire d'aller à l'encontre finalement du vote d'État, ce qui évidemment poserait encore plus un problème démocratique. Je ferme la parenthèse sur ce sujet-là. Je reviens donc à ce problème de censure aujourd'hui. Et la censure, elle existe aujourd'hui aussi sur Facebook. Facebook aujourd'hui est beaucoup plus accentué par contre sur le Covid-19, c'est-à-dire aujourd'hui toutes les informations qui peuvent remettre en question un certain nombre d'informations. Et d'ailleurs, j'ai moi-même été, je crois qu'il y a j'ai un article qui a été supprimé par Facebook sous prétexte parce que l'information était fausse. Et quand j'ai voulu savoir qui décidait de cette information, je me suis rendu compte que finalement l'information a été débunkée, on va dire, par le fameux décodeur du monde. Ce fameux décodeur du monde qui finalement aujourd'hui est peut-être devenu un petit peu la parole d'évangile de Facebook pour décider si un post est vrai ou faux, si c'est de la vérité, si c'est de la pseudo-vérité, si c'est de l'approximation de vérité ou si au contraire c'est de la fake news. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour vous rendre compte du ridicule de la situation, il faut savoir qu'il est arrivé que Le Monde, pour le compte de Facebook, a débunké une information d'un article qui provenait du Monde. C'est-à-dire que Le Monde a débunké son propre article. C'est formidable, c'est magnifique. Donc on sent bien que l'étau se resserre dans les réseaux sociaux mainstream, les réseaux sociaux donc globaux. Force est de constater qu'aujourd'hui, surtout que là on est dans la période où on est en train de voir une politique qui consiste à pousser à l'acceptation du vaccin. Depuis donc avant-hier, le 8 décembre, la Grande-Bretagne a donc lancé sa campagne vaccinale. Alors normalement, ils vont faire de la vaccination avec les 4 vaccins, mais le premier qui est en cours actuellement, c'est celui de Pfizer et BioNTech. Sauf que le problème de Pfizer-BioNTech, c'est qu'on s'est rendu compte au bout de 48 heures que les personnes qui avaient des allergies, eh bien peut-être qu'il fallait qu'ils attendent de se faire vacciner parce qu'ils se sont rendus compte avec alors c'est pas 2 patients mais 2 personnels d'un centre hospitalier qui ont eu un problème de santé, qui ont eu une sorte de complication. Il s'est avéré que ces 2 personnels en fait avaient une allergie et donc par précaution le service de santé britannique a envoyé un avertissement que si vous étiez sujet à un certain nombre d'allergies, alors plus particulièrement les allergies alimentaires, eh bien peut-être que vous faudra peut-être attendre peut-être un autre vaccin, une autre campagne de vaccination avec un autre vaccin pour vous faire vacciner. Donc déjà, vous voyez, on est dans une situation extrêmement houleuse, on va dire. Il faut savoir que Pfizer, BioNTech, je crois, a reçu, je ne sais plus si c'est Pfizer, BioNTech ou AstraZeneca, je ne sais plus lequel des deux, mais a reçu donc un aval suite à un essai. Alors il y a 4 essais actuellement, dont 2 essais, dont un en Grande-Bretagne et au Brésil, donc qui sont terminés, qui ont donné les premiers résultats. Et en effet, on se rend compte dans ce fameux rapport, d'ailleurs qui a été publié par le Lancet, ce qui est formidable, parce qu'en plus de ça, vous avez certains médias qui ont dit « Oh, magnifique, ça y est, voilà, on a le rapport publié par le Lancet ». Déjà, avec l'historique de cette année, avec le Lancet, déjà, il y a certains médias qui ont complètement oublié, qui émettent pas trop de doutes quand même. Non, on ne doute pas. Non. Le Lancet, c'est magnifique, c'est formidable, c'est une Bible. Toujours. Et on s'est rendu compte que dans le rapport, il est bien inscrit, en effet, comme on l'avait entendu, que la majorité des patients, alors je crois que un des tests c'était sur 11 000 patients, sur les 11 000 patients, la grande majorité était âgée de 18 à 55 ans.
Et qu'aujourd'hui, le rapport confirme bien que le vaccin est fiable à 70%. Vous comprenez le truc? Ou pas? Plus de la moitié, moins de 55 ans. Et actuellement, vous avez en Grande-Bretagne une campagne de vaccination qui s'opère essentiellement sur les personnes âgées et les personnes en soins ou en besoin de soins. Je pense qu'à mon avis, les semaines à venir, il va falloir scruter un peu tout ça parce que je pense qu'il va y avoir des informations assez croustillantes. Et le problème des informations croustillantes, c'est que il va falloir qu'on aille les chercher ailleurs que sur YouTube, Facebook ou Twitter, parce que eux, ils vont bloquer. Ils vont bloquer à mort toutes les informations qui pourraient éventuellement faire remonter, je dirais bien au-delà de ce que, évidemment, le risque, facteur risque des vaccins opère en règle générale, d'une façon générale. Là, je parle de façon générale sur les vaccins. Hein, c'est-à-dire que les vaccins ne sont jamais fiables à 100%. Il y a toujours un facteur risque. Donc ce facteur risque, qui se détermine sur un pourcentage, eh bien, on va voir si ces vaccins, aujourd'hui, rentrent bien dans le facteur risque moyen de l'ensemble des vaccins, voire même de l'ensemble des traitements qui existent aujourd'hui à travers le monde, ou si au contraire, on a un taux de létalité quand même beaucoup trop élevé par rapport à ce que l'on doit espérer. Je rappelle que si aujourd'hui on doit considérer que le vaccin peut être efficace, il faut qu'il soit en dessous d'un taux de mortalité égal à 0 pour 100 000 personnes. Si vous avez un mort pour 100 000 personnes, il y a déjà un problème. Donc, vous voyez, ce facteur risque aujourd'hui, il est quand même assez minime. Il doit être minime. Il existe. Hein. Alors, bien évidemment, le problème, c'est que quand ça tombe sur certaines personnes vont évidemment remettre en question l'intégrité ou la qualité ou l'efficacité d'un vaccin. Sauf que je le rappelle encore une fois de plus, il faut remettre un peu les choses à l'échelle. Vous savez, c'est un peu comme ce problème qu'il y a aujourd'hui, ce fameux débat sur les vaccins et l'autisme. Le fait que beaucoup d'Américains considèrent que ce sont des vaccins qui sont la cause de l'autisme de leurs enfants. Le problème, c'est que certaines études ont bien révélé que le vaccin n'était peut-être pas la cause principale, qu'il y avait d'autres causes sous-jacentes sur le fait que malheureusement des enfants étaient devenus autistes à cause du vaccin. Là, encore une fois de plus, finalement, on rejoint exactement ce que disait le professeur Raoul, c'est que la procédure, le processus, c'est d'abord on analyse, d'abord on fait un diagnostic, on étudie le patient de façon approfondie, de façon sérieuse, et après on soigne, après on établit un traitement, on établit un protocole spécifique par rapport à la spécificité de la pathologie de la personne. Sauf que malheureusement, vous comprenez bien que ce genre de procédé, ça prend du temps, et que le temps c'est de l'argent, et que pour les laboratoires, c'est du manque à gagner. Donc il vaut mieux essayer de faire admettre à l'ensemble de la population, à l'ensemble de l'opinion que le produit est bon, que le produit est fiable, que vous pouvez l'utiliser sans danger, et que de toute façon, on a bien vu, aujourd'hui c'est avéré que la plupart des laboratoires, et plus particulièrement avec l'Union européenne, ont signé des accords de telle manière à ce que si jamais ils se rendent compte que des effets secondaires touchent une proportion non négligeable de gens qui se sont fait vacciner ou qui ont été traités par un traitement, eh bien les laboratoires sont complètement absous de toute responsabilité. C'est l'Union européenne qui en final va payer. Et qui dit l'Union européenne dit les pays membres. Qui dit les pays membres, dit vous, par vos impôts, vous en tant que contribuable. Donc déjà, quand vous avez ce genre de règle qui a été acceptée par des gens qui sont soi-disant à la tête de l'Union européenne pour servir les intérêts des peuples européens, là ils ne servent pas les intérêts des peuples européens, ils servent les intérêts des laboratoires. C'est-à-dire que là, on se couvre littéralement de tout effet secondaire important, voire même d'une crise sanitaire, voire même d'un scandale. Et là-dessus, je pense que vous êtes tout à fait conscient que aujourd'hui, vous avez le droit de douter. Vous avez le droit de douter sur ces fameux vaccins.
D'où la raison que pendant un temps on entendait parler, peut-être est-ce qu'on va faire de la vaccination obligatoire, etc. Sauf que le problème c'est que la vaccination obligatoire ne peut pas rentrer sur un point de vue des droits de l'homme et de la Constitution. C'est-à-dire qu'il faudrait modifier la Constitution et les droits de l'homme pour pouvoir s'autoriser le droit, même sous le coup d'une raison sanitaire, de vacciner les gens. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui le taux de létalité du Covid-19 eh bien, n'est pas suffisamment élevé pour permettre à un gouvernement de s'autoriser le droit de faire de la vaccination obligatoire. Et c'est ça le problème, c'est ça qui les emmerde. C'est que le Covid-19 n'est pas aussi létal que ce qui pourrait être un virus très mortel, par exemple. Donc du coup, c'est quoi la solution? Eh bien la solution, ça serait éventuellement de faire jouer les acteurs économiques, c'est-à-dire tout simplement, comme on l'a vu avec la compagnie Qantas, d'obliger les gens à se vacciner s'ils veulent utiliser, ou s'ils veulent aller, ou s'ils veulent emprunter, ou s'ils veulent se divertir dans des endroits publics. Alors évidemment, cette idée, ce concept commence à tourner un petit peu sur Internet, et c'est justement d'ailleurs là que le rôle des réseaux sociaux va jouer, c'est-à-dire censurer et bloquer toutes les analyses, toutes les études qui peuvent être faites par des gens par le biais soit de blogs ou de vidéos. Parce que le fait, c'est que petit à petit, on est en train de voir ce genre d'idées commencer à prendre forme, commencer à germer, on va dire, au sein même de certaines autorités. L'exemple du Canada, par exemple, le Canada commence aussi à s'orienter vers cette idée. Et en France, on sent bien que certains commencent à en parler, mais ils en parlent de façon pas très innocente finalement, c'est-à-dire qu'ils en parlent pour voir un petit peu, par l'intermédiaire des commentaires sur des articles de journaux, sur l'intermédiaire de commentaires sur des vidéos, etc., voir quelle est la tendance qui ressort. Est-ce que les gens sont prêts à accepter l'idée, ou est-ce qu'au contraire, c'est une idée sur laquelle il y a beaucoup de réfraction finalement de la part des gens qui laissent des commentaires. On va même certainement peut-être vous faire des sondages pour vous dire que 64% des Français sont d'accord pour éventuellement faire fonctionner la société à deux vitesses finalement. Mais le problème, il est là, c'est que de toute façon, on sent bien qu'il y a une réelle volonté d'essayer d'imposer la vaccination par quelque moyen que ce soit. Sauf que là, évidemment, c'est prendre le risque. Je rappelle que les protocoles logiques, en règle générale, pour le développement de vaccins s'étalent sur plus d'1 an, c'est parfois même 3 ans. Là, on vous pond des vaccins en moins de 10 mois, ce qui est, voilà, c'est forcément ce qui est impossible. Il y a forcément eu des impasses quelque part. Et comme le dit très justement, je ne sais plus qui a soulevé quand même justement cette ambiguïté, c'est qu'on a accusé le professeur Raoult lorsqu'il a fait ses tests en début d'année, lorsque la Covid a commencé à se développer en Europe, lorsqu'il a fait ses tests, on lui avait reproché de ne pas avoir respecté un certain nombre de protocoles, etc., dans ses essais cliniques. Lui, il justifie en disant qu'il n'y a pas besoin de les faire puisque c'est un produit qui a déjà un historique, qui a déjà 70 ans d'activité, qui a déjà certains rapports, certaines études publiées sur ce produit, dont une, je crois, une des dernières qui avait été faite sur l'hydroxychloroquine, de mémoire, qui a été faite par, je ne sais plus si c'est un organisme américain ou un organisme français, qui, pour vérifier si les viabilités ou les bases de viabilité de l'hydroxychloroquine se confirment toujours aujourd'hui sur les processus de traitement, etc. Et la validation de ce rapport, enfin ce rapport, je crois qu'il date de 2009, a validé les informations qui étaient déjà en possession des systèmes de santé comme étant un médicament avec certaines vertus, avec certaines qualités, avec certaines efficacités, avec des usages recommandés bien précis et qui sont tout à fait fiables, on va dire, et soulevant bien évidemment le fait que, comme par hasard, c'est l'ARS
qui a demandé au ministère de la Santé, donc à l'époque la ministre était Agnès Buzyn, de classifier l'hydroxychloroquine comme produit venimeux, comme produit potentiellement dangereux, alors que c'est quand même un produit qui pendant 70 ans, suivant différentes études, différentes recherches, ont tout entrecoupé ce qu'on connaissait, ce qu'on savait déjà de l'hydroxychloroquine. Et comme ça, du jour au lendemain, l'ARS tout d'un coup aurait trouvé un argument pour considérer l'hydroxychloroquine comme étant un produit à risque. Donc là, évidemment, tout le monde doute. Tout le monde doute de la véracité, tout le monde doute du professionnalisme de l'ARS pour inciter Buzyn à classifier ce produit en tant que produit toxique. Je crois que c'est l'ARS. L'ARS ou l'autre organisme, enfin je crois que c'est l'organisme où déjà il y avait son mari qui était président à une certaine époque. Donc aujourd'hui, on sent bien que il y a eu des couacs. Il y a eu des couacs de communication, il y a eu des couacs d'exfiltration d'informations qui n'auraient pas dû être exfiltrées et qui ont complètement bâclé, qui ont complètement foutu en l'air les outils de communication et les processus de propagande des laboratoires par rapport à leurs produits. Là aujourd'hui on le sait, maintenant le remdesivir, c'est fini pour le remdesivir. Aujourd'hui Gilead est hors course, même si certains essayent encore de le maintenir la tête hors de l'eau, comme étant potentiellement un produit qui peut être encore efficace en un certain nombre de circonstances. Sauf que le problème, c'est que les conditions d'utilisation, les recommandations, les contre-indications du remdesivir sont beaucoup trop importantes, ce qui fait que ce produit finalement n'est pas du tout efficace et n'est pas du tout fiable à l'usage de masse. Ce qui emmerde évidemment pas mal de gens, mais encore une fois de plus, ce qui est quand même formidable, c'est que vous avez des médias qui continuent à inviter des gens comme M. Blachier, comme Mme Karine Lacombe sur les plateaux, qui étaient quand même des gens qui ont défendu, qui ont soutenu le remdesivir du fait que forcément il y avait un conflit d'intérêts derrière, et qu'aujourd'hui, vu que le remdesivir aujourd'hui c'est officiel, puisque l'OMS, là ce que je dis pas c'est pas de la fake news, l'OMS a bien stipulé dans un communiqué une contre-indication à l'usage du remdesivir, eh bien aucun journaliste aujourd'hui a été demandé à ces gens-là, tout compte fait, vous qui défendiez ce produit, qu'est-ce que vous en pensez, le fait que l'OMS... non, même pas de question là-dessus, ce qui est quand même formidable. Par contre, inversement, si vous avez des gens qui ont contredit des idées, contredit des pensées uniques, et que finalement on se rend compte qu'ils se sont trompés, alors là par contre tout le monde leur saute dessus, en disant oh, vous voyez vous êtes trompés, vous avez dit des conneries, pourtant vous avez soutenu telle personne, vous avez soutenu telle idée, et tout compte fait, etc. Vous voyez donc la pluralité journalistique aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, on se rend bien compte que là, ça confirme bien, pour ceux qui en doutaient encore, que les médias mainstream aujourd'hui sont complètement vérolés par du conflit d'intérêts, par de l'idéologie, et sont des outils aujourd'hui propagandistes d'une pensée unique et d'une politique de propagande vaccinale, au profit d'un certain nombre de laboratoires qui ont réussi de toute façon à infiltrer la plupart des institutions qui sont censées pouvoir et garantir une certaine objectivité, une certaine indépendance, et finalement on se rend compte qu'aujourd'hui tout est corrompu, tout est vérolé, même le fameux ordre des médecins, qu'on croyait pourtant être un organisme indépendant, objectif, et bien même cet organisme-là, aujourd'hui, est complètement vérolé par du lobbying, complètement vérolé par des conflits d'intérêts. Et de ce fait, aujourd'hui, vous avez, oui, des gens comme Perron, comme Raoult, etc., comme Toussaint, qui se font tirer dessus à boulet rouge, parce qu'évidemment, ils mettent sur la table des questions. Alors, ils apportent parfois des réponses, mais ils laissent quand même
le public, il laisse quand même l'auditeur, l'auditoire chercher par lui-même les informations et constater en effet par lui-même qu'il y a bien des conflits d'intérêts, qu'il y a même des fois des affirmations un peu en emporte-pièce, que souvent on a des argumentaires qui n'existent pas parce que ce sont des propos de conviction, ce sont ces fameux médecins ou chercheurs qu'on invite sur les plateaux et qui vous disent « Ah oui, mais moi il n'y a pas de problème, je me fais vacciner, j'ai confiance, c'est un procédé séculaire qui a fait ses preuves, je vois pas pourquoi les gens refuseraient de se faire vacciner, c'est irresponsable, blablabla et compagnie. » Sauf que ces médecins-là, les journalistes n'osent pas leur dire « Oui, mais attendez, rappelez-vous quand même qu'il y a eu un certain nombre de scandales sanitaires ces 20 dernières années où des gens tenaient les mêmes propos que vous par rapport au vaccin et qui finalement sont avérés des propos complètement faux, qui ne servaient l'intérêt commercial et pas l'intérêt sanitaire public à l'échelle globale. Donc là, on sent bien que les médias suivent finalement la ligne directrice au même titre que les réseaux sociaux. Là, je vous ai parlé des élections présidentielles, je vous ai parlé de la Covid. Ce sont les deux sujets essentiels sur lesquels aujourd'hui s'abattent, oui, en effet, une censure assez sévère, on va dire. Sauf que à terme, j'ai envie de dire, ils vont le payer. Ils vont le payer de deux manières. La première manière, c'est qu'évidemment, des gens qui, à force de se faire censurer, à force de se faire cracher dessus, etc., je pense par exemple à Silvano Trotta, Le Monde vient de faire un article assez à charge, voire carrément un lynchage, mais c'est évidemment le Monde décrit et dénonce les procédés de Silvano Trotta, sauf que si on regarde bien Le Monde, eh bien Le Monde fait exactement pareil avec certaines informations, c'est-à-dire qu'ils utilisent exactement les mêmes codes, les mêmes principes. La seule différence, c'est que Le Monde, parfois, s'amuse à affirmer de façon bien précise, en mettant des liens bien précis par rapport à son propos, mais ne fait pas le contrepoids, ne fait pas le contre-argument journalistique, proprement dit, comme il devrait le faire normalement, alors que Silvano Trotta, dans ses vidéos, lui donnait des éléments qui sont sourcés, qui sont publiés dans des articles, alors évidemment sur des sites parfois qui ne sont pas forcément regardés par le grand public, des sites scientifiques, des sites d'enquête, des sites d'études. En général, Silvano Trotta met toujours les liens de tout ce qu'il prétend. Après, il donne son opinion, il donne son avis, mais toujours en disant bien que c'est son avis, et qu'après, c'est à chacun de vous qui regardez ces vidéos de faire ses propres opinions, et à partir des éléments qu'il fournit, de faire ses propres éléments. Ce qui ne veut pas dire que Silvano Trotta a forcément raison sur tout. Il y a des fois, il y a des choses sur lesquelles il donne des avis, mais que finalement, il se trompe. Mais encore une fois, c'est ses avis à lui, c'est ses opinions, et il n'est pas là pour convaincre les gens de ses opinions, il est là juste pour donner des éléments de réflexion, des éléments qui apportent des réponses à un certain nombre de questions. Là, dans sa dernière vidéo, par exemple, il dit que lui, il est convaincu que Donald Trump va regagner son trône à la Maison-Blanche, que Joe Biden va être dégagé. Là-dessus, par exemple, je ne suis pas aussi catégorique que lui, parce que quand on sait que derrière l'État profond, tous les milieux philanthropiques de gauche, toute la société, toute la sphère élitiste, mondialiste, de toute façon, sont à la manœuvre pour empêcher que ça arrive. Même, comme je le dis dans plusieurs vidéos, ils sont capables de tricher, ils sont capables de mentir, ils sont capables même de mentir devant tout le monde pour sauver Joe Biden et le mettre à la Maison-Blanche et dégager Donald Trump. Quitte même à faire des procédés totalement antidémocratiques. Alors après, ça peut poser des problèmes à l'échelle nationale, à l'échelle de certains États, parce que vous comprenez bien qu'il y a certains gouverneurs, si ce sont des gouverneurs conservateurs, ils ont tout intérêt à ne pas être d'accord, parce que sinon, c'est leur propre réélection qui risque d'être en jeu la prochaine fois. Donc l'affaire n'est pas finie concernant ce sujet-là, mais Silvano Trotta, il fait partie de tous ces gens qui ont un intérêt de donner des éléments d'information, des éléments de réflexion, de donner des arguments, des éléments qui permettent justement de peaufiner et d'affiner un petit peu notre vision des choses. Et en rien, c'est un complotiste. Mais comme beaucoup de certaines personnes sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a plus souvent tendance à s'acharner sur eux
pour les faire passer pour des complotistes, pour des gens pas fiables, pour des gens qui disent que des conneries. Et justement, peut-être que c'est la preuve, parce que la force de s'acharner toujours sur les mêmes personnes, eh bien, il y a un moment donné où ça attire les curiosités. Je pense que malheureusement, le cas de Dieudonné, le cas d'Alain Soral, sont des exemples tout à fait flagrants, que ce sont des gens sur lesquels on a tellement médiatisé, qu'on a tellement lynché, qu'on a tellement ciblé, sur lesquels on a craché en long, en large et en travers, qu'il y a un moment donné, il y a quand même des gens qui se disent ouais, attends, pourquoi une telle haine envers ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont dit pour mériter de telle haine? Ça arrive, hein. Il y a des gens quand même qui se sont posés quand même la question. Bon, évidemment, il y a des gens qui se sont contentés de tout simplement répéter comme des perroquets ce que les médias leur disaient, en disant « Ah oui, non, mais c'est comme Zemmour, c'est pareil. » Bon, il y a plein de gens que je connais qui détestent Zemmour. Puis quand je leur dis « Mais pourquoi vous détestez Zemmour ?» Ils me disent bah, « Parce que c'est un raciste, etc. » Je dis « Mais en quoi il est raciste? Qu'est-ce qu'il a dit pour qu'on l'étiquette que c'est quelqu'un de raciste ?» Et bien là, tout d'un coup, évidemment, ces personnes-là sont incapables de vous donner un propos où il dit « Oui, mais de toute façon, il a été condamné. » Je dis « Oui, il a été condamné 2 fois sur 7. 2 fois sur 7. Et encore sur des propos, je veux dire, après, c'est la justice, hein, elle n'est pas parfaite. Hein, donc, je veux dire, aujourd'hui, il est très clair qu'on ne veut pas laisser le libre arbitre. Hein, le libre arbitre aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose qui est devenu un virus. C'est-à-dire, c'est dangereux pour la sphère, c'est dangereux pour l'élite. Parce que le libre arbitre, ça permet aux gens à un moment donné de dire, ok, cette personne-là a dit tel truc sur lequel je ne suis pas d'accord, mais par contre, elle dit des choses sur lesquelles il y a certaines évidences et qui me semblent tout à fait justifiées. Ça, voilà, c'est une chose sur laquelle on ne veut plus que vous pensiez, on ne veut plus que vous réagissiez. Ce qu'on veut, c'est que vous preniez l'idée dominante, le jugement dominant, l'étiquette dominante, comme foi de vérité. Donc, à partir de là, bah, c'est de la dictature de la pensée. Et quand on a aujourd'hui réussi à mettre en place cette dictature de la pensée, parce qu'elle est là, hein, elle est présente. Je pense que vous-même qui me regardez, je pense que vous avez dû voir des fois des incohérences, c'est-à-dire des gens sur qui on a tapé dessus il y a quelques années parce qu'ils disaient des choses qui étaient inacceptables. Seulement aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit que finalement, ce qu'ils disaient, bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein, certains ont ressorti, par exemple, les propos de Jean-Marie Le Pen, qui est sur une interview qu'il avait fait dans les années 80. Bah, finalement, on se rend compte qu'il avait raison, que c'est exactement ce qui est en train de se produire, et ce qui s'est produit, finalement. Tout comme, d'ailleurs, c'est pour ça que je mets de temps en temps des petites vidéos de Jacques Attali, sur ces interventions qu'il a fait il y a plusieurs années de cela, et on se rend compte que Jacques Attali, bah, ce qu'il disait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bon, même si Attali ne fait pas partie de ces gens qu'on a conspué, que la bonne pensée unique a conspué. Mais voilà, c'est bon an mal an de dire qu'il y a des bons penseurs et des mauvais penseurs. Non, il n'y a pas de mauvais penseurs et de bons penseurs. Il y a simplement des idées, il y a seulement des opinions. Et après, chacun de nous, de par nos éducations, de par nos convictions, on est d'accord, pas d'accord, sauf qu'il faut savoir faire preuve d'intelligence, savoir faire preuve de sincérité intellectuelle pour admettre lorsqu'une personne a raison et d'admettre aussi quand elle a tort, et susciter le débat. Sauf que ça encore, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le débat, qui est pourtant quelque chose de très intrinsèque à la culture française, je veux dire, quand vous regardez dans certains pays européens, ou même ici aux États-Unis, le principe du débat n'est pas aussi ouvert qu'il ne l'est aujourd'hui en France, dans une liberté réelle d'expression. Sauf que même encore une fois de plus, la liberté d'expression aujourd'hui, on invite qui on veut hein, pour débattre. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand on voit certains débats sur certains médias, c'est pas des débats, c'est du copinage. C'est un faux débat pour faire croire qu'on débat sur un sujet, mais en réalité on ne débat pas parce que finalement on aboutit à la même idée, on aboutit au même raisonnement, on aboutit au même constat, qui finalement est tout aussi tronqué et subjectif par rapport à d'autres idées, à d'autres concepts qui pourraient être amenés dans un débat pour mieux comprendre les situations. Parce que les situations, là aussi, c'est pareil. On essaie de simplifier, on essaie de généraliser. C'est parce que la généralisation, c'est ce qui s'est implanté depuis maintenant presque
30 ou 40 ans, dans les processus d'ailleurs même dans l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, on généralise, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de faire des cours dans le détail, et puis surtout, on n'a pas le temps d'avoir des gens formés à justement inciter les élèves à penser par eux-mêmes, à réfléchir par eux-mêmes, à analyser par eux-mêmes. Ce qui rejoint d'ailleurs un autre thème aujourd'hui qui fait polémique, c'est la police. J'ai fait une vidéo pour essayer de vous expliquer un certain nombre d'éléments concernant la police nationale, et je vous ai donné des éléments de structure. Maintenant, dans la réalité du contenu de la police, là récemment, on a Langlois, qui est ce fameux syndicaliste de la police qui avait soutenu les Gilets jaunes, qui s'était opposé à la violence policière, etc., qui apparemment a démissionné de la police et qui aujourd'hui passe dans un certain nombre de médias. Je vous invite à voir, j'essaie de vous mettre le lien en bas, l'interview de Thinkerview, qui est une excellente chaîne d'interview qui, à mon sens, pour moi, est peut-être la meilleure chaîne d'interview très objective, sur lequel où les intervenants ont véritablement une liberté d'expression. Il n'y a pas de... il n'y a pas de contradiction, et peut-être d'ailleurs c'est ce que certains reprochent à Thinkerview, c'est qu'il n'y ait pas de contradiction, il n'y ait pas de contradicteur dans ces interviews, mais ce sont des interviews. Après on prend ou on laisse, etc. Et donc récemment Langlois, avec un autre qui s'appelle Moire, je crois, on fait une interview sur cette chaîne, où là il déballe en effet des réalités qui finalement rejoignent nos propres expériences que nous avons avec la police, nos propres relations que nous avons pu avoir avec la police. Moi, je le sais depuis la fin des années 90, même dans les années 2000, on a pu le voir, enfin moi j'ai pu le voir aussi, c'est que d'un côté vous avez des policiers qui sont des policiers extrêmement professionnels, extrêmement intentionnés, etc., comme vous avez des cow-boys. Et des cow-boys même dans les hauts échelons, hein, comme Langlois le dit très justement, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour être commissaire dans des services de bac, etc., le niveau de recrutement, c'est quand même bac plus 2, bac plus 4. Sauf que le problème, c'est que c'est des bac plus 2, bac plus 4, souvent des gens qui n'ont pas le profil psychologique pour être flic. C'est parce que c'est des gens qui n'ont pas trouvé leur voie dans le cycle d'études qu'ils ont fait. Alors c'est des Sciences Po, c'est des Subdeco, c'est etc. Mais en ce qui concerne, alors logiquement, c'est censé quand même être des gens avec un niveau intellectuel quand même assez élevé, quoique, là aussi, il y a des questions qui se posent suivant certains comportements. Mais en ce qui concerne les gardiens de la paix, eh bien les gardiens de la paix, ils le disent très honnêtement, c'est que ils n'arrivent pas à recruter, donc ils n'arrivent pas à recruter des gens du niveau et d'exigence pour être gardien de la paix. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis plusieurs années, le niveau a baissé. Il le dit dans son interview, aujourd'hui l'examen, il y a encore 2-3 ans, la moyenne à atteindre pour passer l'examen était de 7,5. Et aujourd'hui, elle a été baissée à 5,5. Vous rendez-vous compte ? C'est-à-dire qu'en fait, ils baissent le niveau. Donc forcément, à force de baisser le niveau, comme ils font d'ailleurs avec le baccalauréat, exactement pareil, vous baissez aussi le niveau de compétences. Vous baissez le niveau de capacité physique, psychologique des individus à être des policiers. Et donc finalement, vous avez des individus, alors peut-être qui vont se former ou s'auto-former et vont assimiler et comprendre les fonctionnements de ce statut, de cette fonction, de ce travail, et vont le faire du mieux qu'ils le peuvent, du mieux qu'ils possèdent, comme il y en a d'autres. Il y en a d'autres, exactement le même problème qu'on a aux États-Unis, qui ne devraient pas être policiers. Je veux dire, aux États-Unis, c'est tout à fait flagrant, où vous avez véritablement un fossé, où vous avez des flics qui sont énormément respectables, qui ont une éthique irréprochable, comme vous avez des policiers. Avant même qu'ils parlent, vous sentez que ces gens-là ne devraient pas posséder un uniforme, que ces gens-là ne devraient pas posséder un flingue. Je dirais même qu'il y a des critères physiques, on sent bien que les critères physiques, parce que bon, quand même pour être policier, il faut avoir un minimum, il faut quand même justifier d'un minimum de capacité physique. Bon, vous en avez, je suis désolé, mais c'est des gens qui sont incapables de courir. Hein, comment vous voulez poursuivre un criminel si vous n'arrivez pas à le poursuivre ? Et c'est pour ça d'ailleurs que les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez un délinquant ou un criminel qui s'enfuit alors que celui-ci n'est pas armé,
Et bien des fois, vous avez des flics qui, parce qu'ils ne peuvent pas courir, parce qu'ils n'ont pas le physique pour courir, et ben ils utilisent le flingue. Voilà. Mais ça, on ne le dénonce pas. C'est-à-dire qu'on ne dénonce que l'acte, mais on ne dénonce pas pourquoi il y a eu cet acte. On ne dénonce pas la structure, on ne dénonce pas la responsabilité finalement administrative et hiérarchique, comme je l'ai exactement expliqué dans ma vidéo sur la police. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on juge la police sur des éléments factuels, alors qu'il faudrait étudier la chose et aller plus loin dans la réflexion, sauf qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la généralité. C'est-à-dire que parce que des flics ont fait une bavure sur un noir, sur un arabe, parce que des flics ont pénétré illégalement et de façon injustifiée dans un lieu privé, jusqu'à même utiliser une bombe à lacrymogène à l'intérieur, ce qui est totalement interdit, hein, ce qui est totalement recommandé. Là encore, ce que disait Langlois, c'est que là, on constate avec cet événement qu'il y a des défauts. Mais les défauts, ils sont dus à quoi? Est-ce qu'ils sont dus parce que c'est des cow-boys ou parce qu'ils sont dus parce que ces flics n'ont pas été formés correctement à l'usage d'une bombe à lacrymogène? Ou même le constructeur, même le concepteur, même le producteur de ces bombes à lacrymogènes ont un document qui normalement doit être lu par les usagers et qui explique bien qu'il ne faut pas l'utiliser à l'intérieur. Il ne faut pas l'utiliser dans un intérieur. Parce qu'en intérieur, il y a un confinement. Et le gaz en confinement, eh bien, peut être létal. Ah ben, c'est con, on ne le savait pas. Mais pourquoi vous ne le saviez pas? Parce que vous n'avez pas été formé. Mais pourquoi vous n'avez pas été formé? Parce que peut-être des responsables se sont dit, bon bah tiens, je te mets entre les mains de cet officier-là, et puis l'officier te formera, sauf que l'officier, peut-être qu'il y a une chance sur deux qu'il n'en ait rien à foutre, et qui finalement ne vous donne pas les éléments fonctionnels. Et si ça se trouve, peut-être que là, tout d'un coup, vous vous dites, mais si vous travaillez dans certaines entreprises, etc., mais en effet, c'est exactement ce que j'ai connu. C'est-à-dire que quand vous avez des nouveaux qui arrivent, qui sont censés être formés, eh ben on les met entre les mains de gens dont vous-même, vous savez que ces gens-là n'ont absolument pas, ou ne détiennent pas, l'expérience, les compétences et les connaissances. Et c'est pourtant cette personne-là qui va former le nouveau. Donc du coup, le nouveau va être formé avec des fausses informations, ou avec des informations altérées. Et du coup, le jeune, forcément, il est condamné à se planter. Jusqu'au jour où peut-être vous ou un de vos collègues vont aller, vous allez vous investir pour aller voir ce jeune nouveau ou ce nouveau, pour lui donner les bons éléments de travail, les bons éléments de procédure, etc., pour qu'il puisse s'en sortir. Mais malheureusement, je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous ont connu ça, ont connu cette expérience de voir des personnes à former, et qui sont formées par des gens qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas les savoir-faire, et qui, par conséquent, eux se sont formés peut-être avec des gens qui eux-mêmes n'étaient pas formés, et ont fini par relayer ou transmettre des conneries, des fausses informations. Et après, on s'étonne que c'est le bordel dans certaines administrations. Ben oui, mais malheureusement, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'assumer une réelle formation avec un choix de personnes compétentes, etc., eh bien on préfère les susbites, excusez-moi l'expression, qui en général sont des gens qui n'ont pas, qui ne détiennent pas les compétences, qui ne détiennent pas les savoirs pour pouvoir former correctement des personnes. Ou même des fois des personnes qui ont peut-être des savoirs, mais qui n'ont absolument pas la pédagogie, parce que ça les emmerde, parce que ça les fait chier, parce qu'ils n'ont pas envie de se traîner quelqu'un formé dans les pattes. Là, en réalité, c'est des défauts de management. Et ces défauts de management, eh ben, vous les retrouvez dans la fonction publique. Et qui dit que vous les retrouvez dans la fonction publique, ben, vous les retrouvez dans la police, qui est quand même un organe où on se dit quand même, ça devrait être sérieux. Eh ben non, c'est pas sérieux. Donc voilà une des réponses peut-être à la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là? Et finalement, ces problèmes-là, vous pouvez les répercuter dans d'autres domaines. Vous les répercutez dans la santé, vous les répercutez dans les laboratoires, vous les répercutez également dans des élections présidentielles. Malheureusement. Et donc finalement, ça rejoint quoi? Ça rejoint de se dire, mais comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est la raison économique? En partie, oui. La raison économique est toujours présente. Faire des économies de budget, réduire les dépenses, toujours tirer les budgets vers le bas, réduire les effectifs, réduire les consommations. Et en général, ce qui est assez fréquent,
c'est que ces réductions de budget, à la limite, ne sont pas motivées. Elles sont motivées par qui? Par ceux qui décident les budgets. Pourquoi ils décident ces budgets à la réduction? Tout simplement parce que ça leur permet comme ça de se faire brosser c'est de la brosse à reluire. Hein, je pense qu'on a peut-être déjà parmi vous connu cette expérience de responsables qui réduisent des budgets, tout en sachant qu'en réduisant les budgets, ils n'arriveront pas à atteindre les objectifs l'année prochaine parce qu'ils n'auront pas les effectifs, parce qu'ils n'auront pas les outils, parce qu'ils n'auront pas les investissements nécessaires. Mais parce que pour eux, pour leur gloire et leurs ambitions personnelles, ça fait bien au niveau de la direction générale. Moi, j'ai connu, personnellement, un directeur qui s'est amusé même à ne pas payer ce qui normalement devait être dû à ses employés, parce que comme ça lui permettait de présenter un bilan où sa masse salariale, il était toujours en dessous de son budget. Et qu'évidemment, d'une année sur l'autre, on lui a réduit son budget salarial. Jusqu'au jour où ça a explosé. Ça a explosé quand, un jour, une assistante de direction, qui était une nouvelle assistante de direction, a trouvé ça totalement injuste. Elle s'est rendue compte que lorsqu'elle faisait les déclarations de paie, le directeur avait évidemment son droit de visu, c'est-à-dire qu'il avait un droit de regard sur les paies, sur tout l'enregistrement des données de paie, et elle s'est rendue compte qu'il supprimait des primes. C'est-à-dire que, vu que l'activité, c'est des activités qui dépassaient minuit, donc vous aviez des droits de primes de panier, des primes déjeuner, des primes déjeuner-repas, etc., des primes de retour, etc., eh bien, ils supprimaient tout ça. Alors que les salariés, normalement, y avaient le droit. Donc ça a fait scandale, ça a fini finalement au prud'homme. Sauf qu'au prud'homme, ils ont trouvé un terrain d'entente, c'est-à-dire qu'ils ont négocié une récupération, et encore, je crois qu'ils n'ont pas tout récupéré. Ils ont dû récupérer, je crois que 50% des dus. Donc vous dites, déjà, vous voyez, les prud'hommes, c'est-à-dire que les prud'hommes ne font pas leur boulot, déjà. Et le directeur est resté en place. Par contre, l'assistante qui a balancé la chose, elle a été mutée ailleurs. Hein. Donc, vous voyez, c'est une expérience personnelle, mais que je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà connu. Et ça se passe partout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il y a une telle pression, il y a un tel arrivisme, on jongle énormément, on motive, on alimente la motivation soit par la prime, soit par le bonus, soit par la promotion, ou alors on soumet les gens par la dette, par le dû. Beaucoup d'entreprises utilisent ce procédé aujourd'hui pour faire du dumping social. Beaucoup d'entreprises vont se servir de cette situation sociale et économique très difficile qui s'applique aujourd'hui sur la tête de beaucoup de gens pour leur demander des réductions de salaire. Ça va arriver, hein, de toute façon. C'est soit vous acceptez les réductions de salaire, soit il y en a certains d'entre vous qui vont être virés. Vous allez voir l'année prochaine, début 2021, ce qui va se passer. Vous allez avoir de grosses entreprises, ils vont faire le coup. Et vous comprenez, 2021, vous avez bien vu, situation économique difficile, machin, etc. Donc nous, économiquement, il faut qu'on s'en sorte. Alors je vous donne la solution, c'est soit vous acceptez une réduction de salaire de 10 ou 15%, ou soit on en vire 200 ou 300 parmi vous. Voilà. Ils vont en arriver là. C'est déjà pratiqué, hein, même si certains médias n'en parlent pas, mais vous allez écouter Ruffin à l'Assemblée nationale, vous allez voir, il va vous donner des tas d'exemples d'aujourd'hui de ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est dans une situation où finalement tout est en train de s'entrecroiser, tout est en train de se lier de cause à effet sur le plan pandémique, économique, social et politique. Et on en revient finalement à se dire, mais tout ça, est-ce que c'est dû au hasard ? Est-ce que tout ça, est-ce que ça nous tombe dessus comme ça, du jour au lendemain ? Parce que non. Des gens comme moi, comme des gens comme d'autres, ou peut-être même vous, avez déjà pris conscience de ça depuis maintenant, allez, on va dire depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on a bien vu cette déliquescence progressive de par des décisions gouvernementales, de réduire des budgets. Alors d'un côté, on dit oui, mais on va augmenter les effectifs. Ouais, sauf que le problème, c'est que derrière, on augmente les effectifs, mais on réduit les budgets matériels, etc. Donc, c'est à un moment donné, on devient tellement prudent et on devient tellement suspicieux, et on a raison d'ailleurs d'être suspicieux, que
bah finalement, au bout d'un moment, quand on gratte et quand on cherche un peu, on se rend compte que la belle effet d'annonce qui a été faite la veille, eh bien finalement va s'accompagner de quelque chose qui ne va pas fonctionner. Là d'ailleurs, je pense que les fameux effets d'annonce qu'avait fait Macron avec la fameuse commission écologique citoyenne, etc., 147 ou 147 mesures qui devaient soi-disant être présentées sans filtre au Parlement, et bien finalement, sur les 147, il ne reste plus grand-chose. Et la justification de Macron, c'est de dire, oui, attendez, nous, on a récolté 147 propositions, mais ces 147 propositions, c'est pas une Bible. Subtilité de langage, c'est pas une Bible. Ça veut dire que c'est pas sacralisé. C'est-à-dire que finalement, on en fait ce qu'on veut. Donc, encore une fois de plus, il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir comprendre les propos, la façon dont c'est dit, et les comparer à la réalité pour se rendre compte que finalement, ces gens, aujourd'hui, sont en train de se foutre de votre gueule. C'est-à-dire qu'ils ont le talent du mot, ils ont le talent du verbe, mais dans la réalité des faits, sauf que le problème, c'est que c'est de plus en plus voyant aujourd'hui qu'on se rend compte que même quand ils savent que c'est voyant, ils n'en ont rien à cirer. La preuve en est, c'est que j'ai mis la petite vidéo dans un des zappings de Ruffin, qui pose une question sur le projet Hercule, sur le devenir de l'EDF. Si la communauté européenne ou la Commission européenne a décidé qu'il y ait un démantèlement de l'EDF, le gouvernement s'est approché d'ailleurs de la Commission européenne pour commencer à réfléchir au démantèlement de l'EDF. Donc Ruffin a posé la question. Il dit, aujourd'hui, le projet qui est mis en place pour mettre au Parlement les fameuses 147 propositions, etc. Est-ce que dedans est inclus éventuellement la mise en place ou la préparation du démantèlement d'EDF? Le problème, c'est que la ministre je crois que c'est la ministre de l'écologie ou la ministre je ne sais plus quel ministre lui a répondu, mais en fait elle a répondu mais sans répondre. Donc Ruffin est intervenu en disant, attendez, non, je vous ai posé une question précise, vrai, c'est que vous ne répondez pas à la question. Et là, tout d'un coup, Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a commencé à tacler Ruffin, à l'accuser, à le menacer, et puis finalement de le mettre à l'amende, il passera en commission avec 1 500 € d'amende, etc. Donc, vous voyez, c'est que même si au Parlement aujourd'hui, qui est censé quand même être la représentation nationale, c'est-à-dire votre représentation à vous, si même dans cet hémicycle aujourd'hui, des gens se torchent le cul avec ceux qui sont censés vous représenter et défendre vos intérêts, de toute façon, moi je veux vous dire, je suis convaincu, de toute façon, le Parlement français aujourd'hui, la République est morte. La République n'existe plus. Depuis le jour où vous avez quelqu'un comme Cahuzac qui a chié sur le Parlement en mentant délibérément, à partir de là, je suis désolé. Il faut assumer le fait que ce Parlement, son fonctionnement ne fonctionne plus. Puisque de toute façon, de plus en plus, vous avez des gens qui n'en ont rien à foutre, qui vous chient dessus. Puisqu'à partir du moment où ils chient sur les gens qui leur posent des questions et qui demandent des réponses précises, mais qui ne répondent pas aux questions, et qui jonglent un petit peu avec leur monopole, avec leur majorité, pour faire passer des lois qui sont liberticides, etc., même si encore le Conseil constitutionnel peut être encore un barrage, quoique je vous rappelle que sur la loi séparatiste, ils ont ouvert la porte, la possibilité de réintégrer ce qui avait été proposé ou présenté par la loi Avia. Alors, évidemment, c'est pas TF1 ni BFM qui vont vous le dire, ça. Que cette loi des séparatismes, dont d'ailleurs j'ai eu un article sur le New York Times où il relève quelque chose qui est très intéressant finalement, c'est que le New York Times, même le New York Times, a relevé quand même que dans la loi, il n'est jamais mentionné le mot islamisme ou islamique. Donc c'est bien la preuve que cette loi séparatiste, elle laisse une globalité d'éléments, de telle manière à ce qu'en effet on puisse l'appliquer au problème de l'islamisme, mais aussi peut-être faire une déviance et l'appliquer à autre chose, de la dissidence, de la résistance, de l'opposition idéologique, que ce soit par rapport à l'État français actuel, que ce soit par rapport à l'Union européenne,
C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que cette loi séparatiste, en réalité, va permettre de glisser des lois qui, à terme, vont permettre de sacraliser des thèmes, de sacraliser des idéologies, et de se donner et se doter d'outils pour lutter contre ceux qui vont à l'encontre de l'idéologie. Donc, vous voyez un petit peu le truc. On en est presque à croire que finalement la loi sécurité globale, on fait tout un aspect, toute une focalisation médiatique sur la loi sécurité globale, et derrière, hop, on va glisser la loi séparatiste qui, elle, je le rappelle, prévoit aussi le même texte, ou quasiment le même texte, qu'il y a dans l'article 24 de la loi sécurité globale. Hein, c'est le droit à l'image des policiers, etc. Donc vous voyez, c'est malsain, c'est vraiment malsain. Quand vous en arrivez aujourd'hui à des responsables politiques, à un gouvernement et un président qui, la plupart du temps, essaient de jouer une carte d'un semblant de jouer dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du peuple, de la sécurité, etc., mais qui en réalité, eh bien, réussissent à acquérir le consentement. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus de l'efficacité de ces lois, de l'utilité de ces lois. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne les lisent pas, ces lois. Donc ils ne comprennent pas que ces lois laissent des flous, laissent des portes ouvertes à d'autres possibilités d'interprétation, de traduction, à d'autres fins que celles pour lesquelles ils croient que ces lois sont faites. Au final, ça rejoint finalement ce principe de stratégie d'acquérir le consentement. Et on n'en est qu'au début. Vous verrez que finalement, avec le temps, de plus en plus, on va aller chercher le consentement des gens pour arriver à des projets ou à des lois qui vont complètement à l'encontre de l'intérêt du peuple, de l'intérêt même de la République. Aujourd'hui, la police... Pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a forcément un lien de cause à effet. Pourquoi est-ce qu'on a laissé cette déliquescence dans l'autorité même de la police nationale? Est-ce que c'est fait exprès? Il y en a qui disent non quand même, ça serait vicieux, ça serait diabolique. Mais finalement, ça rejoint un petit peu cette expression qui dit que la plus grande arnaque que le diable a pu faire, c'est de faire croire qu'il n'existait pas. Même si je ne suis pas religieux, mais je sais reconnaître que dans les textes sacrés, que ce soit la Bible, le Coran, etc., il y a quand même des textes qui sont intéressants à connaître parce qu'ils sont totalement issus même de l'humanisme. L'humanisme, proprement dit, même l'humanisme athée, progressiste, etc., a ses sources quand même dans un certain nombre de textes religieux, parce que les textes religieux de base sont quand même construits sur des valeurs humaines, sur des valeurs relationnelles, des valeurs de tolérance, des valeurs de solidarité, etc. Après, bon, il y a eu des textes qui ont dérivé, etc., mais faut pas dénuer, faut pas rejeter les textes religieux dans leur globalité, parce qu'ils émanent quand même des éléments qui ont constitué les bases même aujourd'hui de même nos sociétés modernes. Je veux dire, les lois, même le code civil napoléonien, c'est énormément inspiré d'un certain nombre de codes et de règles fondamentales qu'on retrouvait déjà dans les textes sacrés, que ce soit dans la Bible ou ailleurs. Donc, voilà, vous voyez, ce lien, etc., est très intrinsèque. Et c'est ce que d'ailleurs des progressistes essaient de balayer. C'est-à-dire que, non, ne réfléchissez pas à ça. La Bible, c'est de la merde, le Coran, c'est de la merde, etc. On veut vous empêcher de penser par vous-même, c'est-à-dire d'analyser, de regarder, d'étudier par vous-même ou d'accéder à des gens qui vont faire le boulot objectif, structurel et analytique pour vous permettre de comprendre les choses dans leur essence, à proprement dit. Donc, pour revenir à cette déliquescence, eh bien finalement, on pourrait en effet se poser la question, c'est finalement, est-ce que c'est pas voulu? Alors évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi? En quoi ça serait voulu? Eh bien, je vous invite à vous remémorer la fameuse OP, à vous remémorer ces fameuses recommandations de l'Union européenne, dans laquelle il est bien inclus depuis des années de soulager les monopoles d'État. C'est-à-dire d'ouvrir des secteurs sous monopole d'État à des activités de business privées. Et la police, la sécurité en fait partie. Petite anecdote que vous ignorez peut-être. Le rédacteur de la loi sécurité globale n'est ni plus ni moins que quelqu'un qui a prétendu avoir été sous le feu lors des attentats du Bataclan,
alors qu'en réalité il avait menti, et qui, par la suite, a créé sa propre société de sécurité. Donc c'est-à-dire que là, il y a un conflit d'intérêts énorme. Et pourtant, est-ce que BFM, est-ce que LCI, est-ce que France Info, etc., vous ont relevé ce détail? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi sécurité globale a été écrite par quelqu'un qui possède sa propre société de sécurité privée. Vous voyez le lien? Il y en a qui vont dire, oui, non, mais ça n'a rien à voir, c'est une expertise d'un professionnel, en dehors de ses activités privées, etc. Comme le dit le professeur Perron, il dit de toute façon, tant qu'il y aura des conflits d'intérêts commerciaux et de business derrière le dos d'un certain nombre de gens qu'on nous présente comme ceux qui vont activer, qui vont travailler, qui vont rédiger des lois, des textes, des principes, des règles, etc., n'attendez rien d'objectif de ces gens-là. Ils sont forcément en lien d'intérêt. Donc, que la police nationale devienne un organe de sécurité pourri, c'est voulu. C'est voulu parce que derrière aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis. Aux États-Unis, le procédé il est simple. C'est qu'il y a une volonté aujourd'hui des mondialistes à retirer la police publique. Alors la police publique, c'est les polices qui sont gérées soit par des villes, soit par des comtés. Généralement, ce sont des comtés. Eh bien, on veut retirer cette autorité pour la confier à des prestataires. C'est-à-dire que les comtés ne posséderaient plus les services de police, ils utiliseraient des prestataires de services. C'est ce qui est aujourd'hui, tous les BLM, etc., ce sont les instruments de cette volonté de modifier le principe de reconstruire l'autorité pour la confier finalement au privé. Et donc développer des marchés. Eh bien l'Union européenne, c'est ce qu'elle veut faire aussi, à terme. C'est changer le mode de fonctionnement de l'autorité qui, logiquement, si on veut une garantie d'équité, de justice, d'indépendance, etc., c'est forcément des organismes de fonction publique. C'est forcément des organismes d'État. En dehors, évidemment, de l'usage politique que font aujourd'hui, évidemment, des gens comme Macron avec les Gilets jaunes. Mais là, on a normalement des institutions pour lutter contre ça. Mais même aujourd'hui, ces institutions, elles sont vérolées. l'IGPN, par exemple, 2000 plaintes, je crois. 2000 plaintes, il y en a quasiment toutes les plaintes ont été déboutées. Donc à partir du moment où vous vous rendez compte que la police est pourrie, qu'elle ne fonctionne plus parce qu'elle a des guignols, elle a des cow-boys, qu'elle fait des bavures, qu'elle est raciste, etc. Alors, vrai ou pas vrai, mais on réussit, tout est fait pour convaincre les gens de ça, eh bien un jour on va réussir à leur obtenir le consentement du peuple pour dire, voilà, on a décidé de réduire drastiquement la police nationale, mais de confier des missions à des prestataires de services. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Il faut savoir que lorsque vous avez par exemple des procès, le transfert des preuves, des éléments de preuve sur les lieux mêmes des palais de justice était normalement de la responsabilité, alors je ne sais plus quoi, c'était la police nationale ou la gendarmerie. Eh bien, il faut savoir que vous avez certains palais de justice, certaines magistratures qui aujourd'hui ont délégué cette mission à des organismes privés. Vous avez par exemple la sécurité civile qui avant possédait leurs propres hélicoptères. Aujourd'hui, les hélicoptères, quasiment, alors, je ne pense pas toute la totalité, mais beaucoup aujourd'hui de services de sécurité civile, aujourd'hui, ne sont plus propriétaires de leurs hélicoptères. Ils louent les hélicoptères. Et ça va être la même chose, quoi, dans la police, dans la gendarmerie, pourquoi pas l'armée, par exemple. L'armée ne posséderait plus de chars. Les chars seraient loués. Pour vous faire la démonstration de jusqu'où la connerie va, le ministre de la Défense a officialisé la mise en route de la construction du nouveau porte-avions nucléaire français. Donc, on n'a pas le nom pour l'instant. Mais il se trouve que ce porte-avions, il devrait être opérationnel le jour où on va retirer Charles de Gaulle. C'est-à-dire que, je rappelle, il fut un temps que la France possédait 2 porte-avions, qui étaient le Clémenceau et le Foch. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'avoir 2 porte-avions.
Donc on n'en a qu'un seul, qui est le Charles de Gaulle. Et encore le Charles de Gaulle, depuis qu'il est mis à flot, il a quand même eu pas mal de problèmes. Et puis là, il a eu récemment une mise en quai pour de la modernisation. Bon. C'est-à-dire, vous modernisez un porte-avions, ça veut dire que le porte-avions, il commence à être désuet. Bon, je tiens quand même à signaler que le Charles de Gaulle, il a quoi? Il n'a même pas 20 ans de service pour l'instant. Déjà, au bout de 20 ans, il est obligé de repasser régulièrement en cale sèche pour être modernisé dans certains organes. Et on vous dit, on va construire un porte-avions en 2038. Vous imaginez bien que le porte-avions en 2038, si évidemment on ne donne pas des options d'évolution technologique, mais 2038, vous imaginez le truc? C'est-à-dire que c'est dans 18 ans. En 18 ans, mais les technologies vont, mais de façon très rapide. Regardez, ne serait-ce que même en 5-6 ans aujourd'hui, le développement des drones. Il y a 10 ans, on utilisait des drones, mais c'était des drones militaires. Aujourd'hui, le drone, tout le monde peut en acheter à 19 ou 20 euros sur Amazon. Donc vous voyez que la technologie va très très vite. Et on vous dit, bah oui, on va construire un... Enfin, et à un moment donné, vous vous dites, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Au lieu de miser sur des organes militaires aujourd'hui de technologie, eh ben non, on va construire un porte-avions. Au lieu de tout simplement de garder le Charles de Gaulle et de continuer à le moderniser, à l'améliorer, je ne sais pas, faites au moins en sorte d'avoir un porte-avions qui soit évolutif. De telle manière à ce que vous ne soyez pas obligé de le retirer du service au bout de 30 ans. Enfin, je sais pas, ça me paraît cohérent. Ou alors, encore une fois de plus, on est sur des sujets économiques. Est-il plus viable de modifier un porte-avions que d'en reconstruire un? Là, je ne sais pas, si vous y connaissez un petit peu en matériel militaire, au niveau des prix, etc., n'hésitez pas à donner votre avis sur les commentaires. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu globale, un petit peu sur la situation actuelle par rapport à la censure, pourquoi il y a de la censure, je dirais jusqu'où peut aller la censure, jusqu'où on peut se voir aujourd'hui promu à certaines idées contrairement à d'autres, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le débat s'amoindrit de plus en plus, pourquoi est-ce qu'on focalise de plus en plus les gens à penser les choses plutôt qu'une autre, pourquoi est-ce qu'on diabolise un certain nombre de gens, pourquoi est-ce qu'on fait de la généralité, pourquoi est-ce qu'on fait de l'étiquetage, pourquoi est-ce qu'on défend des gens qui sont indéfendables et par contre on va aller accuser des gens qui sont pour rien, qui ont fait une erreur, mais que l'erreur en fait toute une catastrophe, tout un schéma, toute une histoire, parce que comme ça, hop, ça permet de dévier l'attention des gens sur d'autres sujets, et plus particulièrement sur des sujets qui touchent l'immigration, la religion, l'intégration, l'assimilation, qui sont évidemment des sujets extrêmement sensibles aujourd'hui, tout en détournant évidemment l'attention sur la réalité de terrain, comme on a aux États-Unis avec les BLM. On a focalisé les BLM comme étant une généralité de l'opinion des Afro-Américains, alors qu'en réalité, les BLM ne représentent que les BLM. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, qui sont les plus virulents et les plus vindicatifs chez les BLM, ce sont des Blancs. Jeunes, étudiants, très souvent. Sauf que ces idéologies aujourd'hui sont en train de détruire des modèles éducatifs, comme des grandes universités aux États-Unis, comme Yale ou pas Oxford, mais l'autre grande université aux États-Unis, le nom m'échappe. Ça y est, c'est parti. Enfin, vous me direz, vous me rappellerez dans les commentaires l'autre grande université américaine, qui fait souvent d'ailleurs le conflit pour les présidents. Il y a cette petite guerre des présidents, d'où ils viennent, soit s'ils viennent de Yale ou de l'autre, dont je ne me souviens toujours pas le nom. Donc, à partir de là, si vous comprenez ces subtilités-là, vous avez le droit d'être inquiet, parce que ça veut dire qu'on se dirige vers des périodes où, à mon avis, il y a un moment donné où il faudra faire des choix. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont compris qu'il fallait faire un choix, qu'il ne fallait pas jouer la carte de la facilité. Et encore une fois de plus, ça rejoint aussi une autre vidéo que j'avais expliqué, le
comportement, le sentiment qu'avaient pu avoir des Français pendant l'occupation allemande. C'est toujours facile de généraliser, c'est toujours facile de montrer du doigt des gens parce qu'ils ont fait ceci ou fait cela, ou qu'ils n'ont pas fait ceci ou pas fait cela, alors que les choses sont bien plus compliquées lorsqu'on le vit, lorsqu'on est dans la situation. Sauf qu'aujourd'hui, on a légitimé des gens totalement inexpérimentés, totalement sans savoir et sans expérience pour se donner le droit de juger les autres. Comme le disait d'ailleurs le professeur Raoul, très très juste, c'est que de plus en plus on se rend compte qu'on invite sur les plateaux télé des gens qui se disent professeurs, médecins, chercheurs, etc. Alors qu'en réalité ce sont des gens qui se sont éloignés depuis des années du patient. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans des bureaux, qui sont dans des laboratoires, mais qui n'ont pas de contact avec les gens, qui n'ont pas de contact avec la société, avec les réalités de la société. Et de fait, par contre, c'est des gens qui viennent vous donner leur avis d'experts, hein, et pas seulement dans le domaine médical, hein, dans beaucoup d'autres domaines, hein, que ce soit domaine économique, etc. Moi, par exemple, sur les élections présidentielles, j'ai vu des mecs, soi-disant experts des États-Unis, qui sont passés sur les plateaux télé, mais qui ont dit des conneries, mais des conneries monumentales. Mais c'est des conneries qui correspondent bien à la mentalité progressiste, à la mentalité mondialiste. Hein, donc du coup, évidemment, Trump, c'est le méchant, c'est le diable, c'est la pourriture, c'est la grosse merde. Oui, sauf qu'il a quand même été élu. Hein, bah oui, mais il a été élu par qui? Par des grosses merdes. Voilà. Donc il y a un moment donné où vous avez forcément des gens qui finissent par lâcher le mot qu'il ne fallait pas, comme l'a fait d'ailleurs Hillary Clinton. Qui a eu ce propos très accidentel une fois, finalement de cracher finalement sur l'Amérique pauvre, sur l'Amérique des bouseux, sur l'Amérique profonde. C'est d'ailleurs ce qui a peut-être certainement coûté son élection en 2016. Hein, et c'est encore aujourd'hui la vérité vraie que de voir ou d'entendre des gens en France, commencer à faire du catalogisme. Commencer à faire, ces gens qui pensent ça, c'est les bons, et puis les gens qui pensent ça, c'est les mauvais. Donc les mauvais, qu'est-ce qu'on en fait? On les enferme. On les enferme dans des camps, on les supprime, on leur retire leurs droits civiques, on leur retire leur liberté, parce que c'est des méchants, c'est pas des gens sains pour la République. Quand vous entendez ça, alors c'est pas dit ouvertement, c'est sous-entendu. Hein, Barbier, par exemple, ce mec-là, il faut le mettre sur une liste noire. Hein, ce mec-là, il faut le présenter devant un tribunal un jour ou l'autre, parce que c'est pas possible de laisser ce mec continuer à affirmer des choses telles qu'il les affirme. Hein, d'ailleurs, je pense qu'à mon avis, il y a des Français qui commencent déjà certainement à faire une liste noire. C'est-à-dire que le jour où peut-être certains auront le courage de peut-être... je sais pas, de faire une révolution ou un coup d'État militaire, mais sous autorité civile, etc. Je pense que ces gens-là ont déjà une liste de gens qu'il va falloir arrêter, qu'il va falloir mettre en tôle préventive pour éviter qu'ils se carapatent, et qu'il va falloir gérer devant des tribunaux populaires pour leur demander des comptes. Hein, je pense que ça, de toute façon, tous les gens qui disent que les Véran, Macron, etc., un jour, il faudra les mettre dedans, ils ne seront jamais dans un tribunal. Ces gens-là sont intouchables aujourd'hui. Ils ont fait en sorte d'avoir des statuts d'intouchables. Donc ils sont intouchables. Ils ne feront rien. Il suffit de voir Véran passer devant la commission parlementaire, vu ce qu'il dit, vu son comportement, mais il n'en a rien à foutre. Le mec, il est intouchable. Il y a même des fois, quand on lui pose des questions qui demandent une réponse bien précise, monsieur, vous pouvez répondre à la question, vous savez, vous ne répondez pas à la question. Ah oui, mais j'ai pas l'aide. Et je vais finir donc, je vais boucler la boucle avec la censure. Aux États-Unis, peut-être vous avez entendu parler que Zuckerberg et son homologue de Twitter sont passés devant une commission du Sénat et se sont fait bousculer par des républicains. Attendons-nous à ce que, de toute façon, Facebook, Twitter et Google, aujourd'hui, sont devenus des entités numériques trop puissantes pour l'Amérique. C'est-à-dire, certains diront oui, mais les démocrates ont quand même, c'est des entités progressistes, donc qui sont pro-démocrates, etc. Il faut savoir que les démocrates, c'est de l'idéologie politique mondialiste. Et les idéologies politiques mondialistes ne veulent pas d'avoir à gérer des entités qui deviennent trop grosses. Et qui, pour X raison, pourraient demain retourner leur veste. Donc ils veulent un contrôle. Or là, le contrôle, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas le contrôle sur Zuckerberg, ils n'ont pas le contrôle sur le patron de Facebook, ils n'ont pas le contrôle sur Alphabet. Alphabet qui est la société qui détient Google. Donc ils veulent faire exactement ce qu'ils ont fait
à Bill Gates. Bill Gates, aujourd'hui, c'est bien, il est rentré dans le rang, il joue son rôle, mais parce que l'État américain a appliqué sur lui la loi antitrust, c'est-à-dire a exigé le démantèlement de Microsoft parce que Microsoft était devenu beaucoup trop important. Et du fait de cette importance, eh bien, tuer la concurrence. Or, aux États-Unis, le droit à la concurrence, c'est-à-dire le droit théorique, hein, parce qu'en pratique, c'est une autre histoire. En règle générale, en pratique, c'est parce que vous avez des gros qui commencent à voir leurs intérêts menacés par un autre gros, donc tout d'un coup, oh, loi antitrust. Donc, voilà comment ça fonctionne en réalité. Hein. Et donc là, Zuckerberg et consorts, là, ils sont mal. Ils sont mal parce que ils ont une épée Damoclès sur la tête. Du fait qu'ils ont le pouvoir de racheter une concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des gens qui réussissent à développer un nouveau réseau social qui prend de l'ampleur, un nouveau réseau social type Twitter qui prend de l'ampleur, ou une nouvelle plateforme de vidéo, par exemple, d'échange de vidéos ou de partage de vidéos qui prend de l'ampleur, et bien tout de suite, ces sociétés-là, elles leur sautent dessus, elles les achètent. Ou alors, elles cassent les pattes, de telle manière à ce que ces organismes ne puissent pas se développer, ne puissent pas jouer la carte de la concurrence sur le marché. Et ça, c'est une valeur aux États-Unis. Alors aux États-Unis, on peut dire ce qu'on veut, des choses bien et bien. Au moins aux États-Unis, là-dessus, ils essaient de préserver ce principe. Et il y a de fortes chances qu'à mon avis, Facebook soit obligé, alors peut-être pas l'année prochaine, mais je pense qu'il va y avoir un procès qui va être opéré. Et d'ici là, quelques années, Facebook sera certainement démantelé. C'est-à-dire que Facebook sera obligé soit de se séparer de Instagram et de WhatsApp, puisque je rappelle, Instagram et WhatsApp sont de la propriété aujourd'hui de Facebook, tout comme Google devra certainement se séparer de YouTube et d'autres organismes, d'autres applications sur lesquelles ils ont mis une mainmise, et qui fait qu'ils ont une autorité finalement globale. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit la censure, elle s'applique sur les trois, c'est-à-dire Facebook, Twitter et YouTube. Et de toute façon, ils le paieront à terme, parce que je pense qu'il y a d'autres organismes aujourd'hui qui sont en train d'attirer un certain nombre de gens qui finalement quittent Facebook, ils quittent Twitter, ils quittent YouTube. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce qu'on entend souvent, c'est les gens qui vont sur Parler, c'est des fachos, les gens qui vont sur Odyssée, c'est des fachos, etc. On l'entend. Alors qu'en réalité, quand vous allez sur ces plateformes-là, vous avez toutes les opinions. Il n'y a pas une opinion dominante. Il y a en effet des gens qui s'expriment librement, alors à tort et à travers parfois, hein, et qui s'étaient fait censurer, qui ont été dégagés de YouTube, comme aussi des gens qui dérangeaient dans leurs propos, dans leurs analyses, dans leurs vidéos, dans leurs documentaires aussi, dont d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a actuellement un documentaire qui s'appelle Mal aimé, c'est le titre, Maltraité, je vous invite à le voir, parce qu'il est un petit peu plus pointu que Hold Up. Il va aussi dans le questionnement et la dénonciation de problèmes et de questions sans réponse dans la gestion de Covid, en apportant des éléments qui sont des éléments factuels, hein, puisque nous en avons parlé, nous en avons montré aussi les éléments. Là pour l'instant, alors étrangement, peut-être que YouTube a tiré les leçons d'Hold Up, ça avait fait scandale à l'époque, donc pour l'instant il y a des versions qui résident encore sur YouTube, ou sinon elle existe sur Odyssée. Je vous mettrai le lien de ce documentaire qui s'appelle Maltraité dans les descriptions. Et puis voilà, pour finir cette vidéo longue, excusez-moi, mais je pense que le sujet est assez important et va continuer à évoluer, certainement pas forcément dans le bon sens des libertés d'accéder à l'information, d'accéder à des éléments de réflexion, à des éléments de débat, pour se faire ses propres opinions, pour se faire ses propres idées. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si le concept de zapping vous plaît, parce que ça sera intéressant. Ça me permet d'en faire un petit peu plus souvent que ces longues vidéos, parce que là, ces longues vidéos, il faut les monter, il faut les éditer, etc. C'est un peu plus compliqué, alors que les zappings, c'est assez simple à faire, c'est assez rapide. Donc comme ça peut avoir une fréquence beaucoup plus importante, voire même une fréquence quotidienne, on va dire, dans la mesure de mes disponibilités. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.